les trophées NSI. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une compétition nationale liée à la spécialité NSI. C'est de la science de l'ingénieur, mais au lieu de faire des goûters, on code. Concrètement, on doit former des groupes pour concevoir et développer un projet autour d'un thème imposé. Cette année, le sujet portait sur la nature. Juste avant. Pour notre projet, moi, Abdel, Aïlis et Anatole avons décidé de créer une simulation de déplacement de fourmis en Python. L'objectif est de reproduire leur intelligence collective. Comment ça, une intelligence collective? Comment les fourmis trouvent le chemin le plus court entre la fourmi et la nourriture sans avoir une vue globale ni de chef? On va voir ça ensemble, étape par étape, et le coder. Résultat, en fin de vidéo. Avant de coder, on a beaucoup réfléchi à comment on allait s'y prendre. On a commencé par créer le monde dans lequel les fourmis vont pouvoir interagir. Pour cela, on crée une liste contenant toutes les lignes du monde. En gros, le 00 c'est 7 cases, et les X et Y sont inversés. Donc partout dans le projet, les coordonnées seront en YX. Et chaque case de ce monde peut être représentée par un de ces 4 états. X pour un obstacle, F pour la nourriture, H pour la fourmilière, et 1 pour une case libre. Maintenant, on va rajouter nos fourmis. Elles ont besoin de 3 variables. Sa position, sous forme de tuple, si elle possède de la nourriture, et son angle, c'est-à-dire sa direction. Par exemple, une fourmi qui a un angle de 0,1 peut accéder à ces 3 cases, mais une fourmi qui a un angle de 0-1 peut accéder à ces 3 cases. On enregistre toutes ces fourmis dans la liste ent_array. Pour l'instant, on va regarder qu'une seule, qu'on va appeler mi. Pour nous simplifier la tâche, Abdel a créé la fonction draw. Je lui laisse expliquer la fonction. Alors, la fonction draw prend en entrée le monde de la simulation et la liste des fourmis. Elle affiche d'abord le monde simplement dans le terminal, puis rajoute par-dessous les fourmis. Pour tester la fonction draw, je code rapidement la fonction move qui prend une fourmi en entrée et une direction. Je rajoute à la direction en X à la position X de la fourmi et la direction en Y à la position Y de la fourmi. Dans main.py, pour toutes les fourmis dans ent_array, bougez de 0,1, soit un camp à droite, affichez le monde et ent_array. Lançons. Avant de coder la suite, regardons comment les fourmis se comportent dans la réalité, extrait d'Underscore. L'expérience du plus court chemin. Donc en gros, tu prends une fourmilière, tu la mets dans un labyrinthe, et quelque part d'autre dans ce labyrinthe, tu mets une source de nourriture, et tu attends. Et ben tu vas voir au bout d'un moment que toutes tes fourmis, elles font des allers-retours entre leur nid et la source de nourriture en suivant le chemin court. C'est qu'au début, elles partent au hasard. Donc t'en as qui vont partir sur le chemin long, d'autres qui vont partir sur le chemin court. Et elles ont juste ce réflexe, c'est que dès qu'elles trouvent à manger, elles reviennent par la même route en déposant des petites phéromones derrière elles. Donc c'est un petit produit chimique, un petit marqueur qui est déposé sur la route. Et ce produit chimique, il est attirant. Tu vas voir que tes fourmis vont aller, ça suffit, elles vont aller sur le chemin le plus court. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, elles vont sur les deux. Elles reviennent en déposant de la phéromone sur les deux, sauf que sur le chemin long, la phéromone va avoir tendance à s'évaporer un petit peu plus vite parce que le chemin est long, et que sur le chemin court, elle va s'évaporer un peu moins vite, si bien que la suivante qui arrive, quand elle arrive à l'embranchement, elle ça sent un petit peu plus fort du côté court que du côté long, donc elle va préférentiellement du côté court, elle renforce, et au bout d'un moment, tu as toutes les fourmis qui vont du côté court. Ça s'auto-amplifie. Ça s'auto-amplifie, etc. Et au bout d'un moment, elles sont toutes du côté court. Donc, on a décidé de créer 2 fonctions pour faire avancer ces fourmis. La première, getCellule, prend en argument le monde et une fourmi. Cette fonction return les cases accessibles par la fourmi. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une fourmi en 1,0 avec un angle de 0,1 accède à ces 3 cases qu'on peut obtenir en additionnant la position de la fourmi et l'angle, puis la position de la fourmi et l'angle, mais le 0 devient 1 et moins 1. Il ne faut pas oublier de rajouter une sécurité pour empêcher de lire les valeurs en dehors du monde. Maintenant, avec toutes les cases disponibles pour mi, elle va utiliser think pour choisir sur quelle case aller en fonction du taux de phéromone. On utilise la fonction random.choice de Python qui prend une population d'événements et leur poids associés. Plus le poids est grand, plus l'événement a de chances d'être choisi. Mais pour calculer les poids, on va utiliser cette formule-là. Ici, j'ai 3 diamants et 7 de fer. Si je mets tous ces items dans un dropper, quelle est la proba que je tire un diamant? Vous avez sûrement fait le nombre de diamants divisé par le nombre total d'items. Cette formule, c'est quasiment la même chose que celle-là. La variable C est la liste des directions de getCellule. Pour chaque direction CI, on calcule readWorld ent CI. Cette fonction prend une fourmi et une direction et return la valeur de direction depuis la position de la fourmi. Ensuite, la probabilité que la direction CI est choisie est de readWorld ent CI divisé par la somme des readWorld pour toutes les directions de C. Il ne faut pas oublier de rajouter une sécurité qui ignore les cases obstacles. Avant ça, on peut appliquer une puissance sur les valeurs. Si cette puissance est petite, cela réduit l'influence des phéromones, ou sinon elle augmente leur influence. L'avantage de cette technique, c'est que le résultat il est forcément compris entre 0 et 1, et la somme des résultats est égale à 1.
Voilà à quoi ressemble une simulation maintenant. Ah, il faut aussi permettre à la fourmi de faire demi-tour quand elle est face à un mur. Il faut juste rajouter une condition qui check si move est vide. Si oui, alors soit la fourmi tourne à gauche ou à droite, si possible, et sinon, en dernier recours, elle fait demi-tour. On met tout ça dans une fonction qu'on va appeler unblock, on relance. Maintenant, il faut que la fourmi puisse retourner la fourmilière toute seule. Je laisse Aelis expliquer. Pour amener les fourmis à la fourmière, la fonction backcom récupère toutes les cases accessibles par la fourmi, même celles en dehors de son angle. Déjà, si dans les directions possibles elle trouve la fourmilière H, elle y va directement. Sinon, 1. Si les possibilités comportent peu de cases obstacles X, elle calcule quelle case prendre selon le produit scalaire. Petit rappel sur le produit scalaire. On calcule le produit scalaire de deux vecteurs représentés comme ceci en calculant la somme du produit de x, x', et y, y'. Dans notre cas, backcom renvoie la direction avec le produit scalaire le plus grand, car plus le produit scalaire est grand, plus les deux vecteurs sont alignés. Deux, si dans tous les choix il y a plusieurs cases obstacles, la fourmi va prendre en compte les phéromones en plus du produit scalaire. 3. Si la direction indiquée par le plus grand produit scalaire amène sur un obstacle, la fourmi va essayer de longer l'obstacle en question, car il s'agit peut-être d'une impasse et que le bon chemin nécessite sûrement de s'éloigner de la fourmilière. À la fin, backcom renvoie une valeur avec random choice, comme sync. Ainsi, même si backcom a accès aux coordonnées de la fourmilière, l'algorithme n'aura pas le chemin le plus optimal, mais y parviendra tout de même. Quand on relance la simulation, on constate que les fourmis rentrent bien à la fourmilière grâce à backcom, puis repartent à la recherche de nourrice. Waouh! Énorme! Alors, Je rajoute juste rapidement la pose des phéromones et l'évaporation, et on peut dire que la simulation est finie. Chapitre 2, Map. Salut Axel, est-ce que tu as codé l'éditeur de map depuis le navigateur? Ça serait plus pratique que de le faire dans Minecraft. Envoie-moi le code dès que tu as fini, j'attends depuis 3-4 semaines. Ah, j'ai totalement 408. Je commence par faire un schéma dans Figma en mode je suis un designer web. J'ouvre Pixelcode version 0.4.0 pour créer un projet, je lui donne un nom et une description, et je l'ouvre dans VS Code. Je crée une sidebar, je rajoute un bouton pour créer une map de longueur XY, des boutons pour les 4 types de cases. Maintenant, je représente la map avec plein de petites divs, avec une classe qui définit le type de cellule et la couleur. Je rajoute des listeners pour pouvoir changer le type de case. Je code une option pour zoomer et dézoomer la map, et une autre pour bouger la map sur l'écran. Je rajoute cette petite flèche qui permet de faire un bouton enregistrer qui va lire la classe de toutes les divs une par une pour créer le JSON de la map, car oui, maintenant les maps sont en JSON. Je rajoute un bouton pour importer une map, une fourmi qui va là où on clique, des magnifiques couleurs et effets de hover, et c'est bon. Avec le nouveau éditeur de map, Abdel s'est occupé de créer plusieurs maps comme Maze, Map 3 chemins, Map Hard, Montagne, Linux, Map Stein. En parlant de maps, depuis le début, Anatole avait comme mission de créer des maps aléatoires. Rien de bien compliqué, il fallait juste utiliser random.choice 1 ou x. Le problème c'est que souvent il n'y avait pas de chemin entre la nourriture et la fourmilière. Je lui laisse expliquer comment il a fait. La fonction cadjacent récupère en entrée l'espace et la position de la fourmilière qu'on enregistre dans la variable là. Puis on va regarder les cases à droite, à gauche, en haut et en bas de là. Comme getCellule, on ignore les x et les cases en dehors de la variable espace. Dans la variable stockage, on rajoute une clé qui a comme valeur la position de là, puis on lui attribue comme valeur la liste des positions qu'il a découvertes par là. Puis, pour chaque position découverte, on recommence le processus en ignorant les cases déjà découvertes, jusqu'à ce qu'on trouve une case avec de la nourriture dessus. Si aucune nourriture est trouvée, cela signifie que l'algo fait le tour de la map et que la nourriture est inaccessible. Et pour retrouver le chemin le plus court, on part de la nourriture avec la case qu'il a trouvée, ensuite on recherche la case qui a trouvé cette case, puis la case de la case en fonction de la case précédente qui a trouvé la nourriture. Enfin, on trouve la case finale, c'est simplement une recherche inverse en partant de la nourriture. Maintenant, on connecte le tout avec quelques inputs pour choisir les paramètres de la simulation, quelle map charger, le nombre de fourmis, le coef de Think, etc. Et on peut dire que le projet est fini. Chapitre 3, Interface, Flask. Axel, est-ce que tu connais Flask?
J'ai vu l'éditeur de ma, l'interface est cool. Ce ne serait pas sympa de refaire l'interface de lancement de la simulation et celle de la simulation avec cette même date dans le web? Tiens, je t'ai fait une petite version. Maintenant, débrouille-toi. Je résume, on est le 19-03, il faut rendre le projet pour le 27-03, soit 8 jours pour créer une page pour lancer le projet, une autre pour voir la simulation, et transformer l'éditeur en ligne pour qu'il puisse directement enregistrer les maps en JSON. Tout ça en Flask. Je ne connais pas Flask. Mais il y a aussi toute la documentation, plus un logo, plus une vidéo de présentation. Déjà, le plus simple, la documentation. Tout le monde a fait un peu la documentation, moi c'est en cours de MC et d'histoire, désolé monsieur. Le logo, c'est Ailis qui l'a fait, et la vidéo de présentation, c'est moi qui l'ai fait, je vous la montre pas parce qu'elle est vraiment nulle. On va faire comme si de rien n'était. Cette vidéo là est aussi un peu pour réparer la vidéo de présentation qui était vraiment claquée au sol. Allez, maintenant le code. Déjà, qu'est-ce que Flask? Flask est une bibliothèque Python qui permet de créer des applications web en faisant le lien entre le Python et le navigateur. Par exemple, avec Flask, on peut définir une route. Une route, c'est simplement une URL. J'ai commencé par la plus simple. Refaire l'éditeur de map avec Flask. D'abord, je crée une route /mapedit qui affiche la page de l'éditeur. Puis, je change le bouton enregistrer. Quand on clique dessus, je change l'URL de l'onglet pour aller sur la route /savemap. La route savemap récupère les données de la map qui sont enregistrées dans un formulaire invisible. Une fois les données acquises, Python calcule le chemin le plus court avec l'algo d'Anatole et le rajoute au fichier JSON de la map écrit dans static/world. Puis, reaffiche index.html avec comme argument la nouvelle liste de toutes les maps dans static/world. Maintenant, il faut définir la route /, c'est-à-dire la route du localhost. C'est elle qui va afficher index.html. L'idée, c'est de faire deux onglets. Un onglet preset map et un onglet random map. L'onglet preset map affiche un formulaire avec plein d'inputs et la liste de toutes les maps dans le dossier world. Et les deux onglets affichent chacun un gros bouton soumettre. Là, il faut s'attaquer au plus dur, la route de la simulation. Il faut savoir qu'il me restait à peu près 3-4 jours pour faire cette route et à réparer plein d'autres bugs que j'ai dû faire tout seul. Les 2 derniers jours, j'ai rush comme jamais. Je suis rentré du lycée à 18h et codé jusqu'à 1h30 du matin sans même manger. J'en pouvais plus, j'étais fatigué, il me restait une dernière ressource. En gros, la fonction générer s'occupe de charger la boucle principale de la simulation, celle de main.py avant, et va envoyer en continu toutes ces données. Le nombre d'itérations, le nombre de nourriture collectionnées, entre arrêt et espace, dans la route /stream. Puis, du côté JS, mapedit va récupérer tout ce qu'il y a dans la route et l'afficher. De plus, mapedit obtient le chemin le plus court à travers l'argument shortpath dans renderSimulation.html. Il suffit juste d'afficher 2 canevas, un avec le monde et les phéromones et par-dessus les fourmis, et un deuxième avec le chemin le plus court. Et maintenant avec ces 2 canevas, on rajoute les fonctionnalités qu'on a mis dans l'éditeur de map, comme le zoom, bouger la map. Maintenant, démonstration. Alors déjà, l'éditeur de map, vous l'avez vu, rien à dire, il est propre. Je vais faire une petite map pour la vidéo. Magnifique. Maintenant, j'enregistre la map, ça va automatiquement convertir les données de la map en JSON, les mettre dans ce fameux formulaire visible. Une fois que c'est bon, ça m'emmène sur la route SaveMap, mais j'ai même pas le temps de voir que la route SaveMap enregistre le JSON, puis me ramène sur la route index.html. Et donc là, depuis cette route, je peux sélectionner ma map et lancer la simulation. Et voilà à quoi ça ressemble. Les points rouges, c'est des fourmis qui ont de la nourriture, et les points oranges, c'est des fourmis sans nourriture. Et par exemple, je teste notre map Creeper, et bah là, on peut afficher ou désactiver le chemin le plus court. Et on voit bien que les fourmis arrivent à peu près à recréer le chemin le plus court. Mais il faut quand même avouer, l'algo d'Anatole est plus efficace. 1-0 pour les fourmis. Si vous voulez une partie 2 où les fourmis prennent leur revanche, objectif 30 likes. Je vous mets quelques extraits de simulation pour le plaisir. Il reste quand même 2-3 bugs par-ci par-là, mais le projet marche quand même. Bref, conclusion. Honorable mention. Mention spéciale à Amir et Mathéo qui ont participé tout du long du projet sauf à la dernière semaine. Conclusion, les algorithmes sont plus efficaces sur les fourmis, la partie 2 aux 30 likes. Et voilà. Elle m'a pris beaucoup trop de temps à faire cette vidéo. Si vous voulez soutenir la Chine, vous savez quoi faire. Il y a aussi un sur Discord et télécharger Pixel Code.